Bienvenue sur Expédition Tech, le podcast où l'on part à la rencontre des entrepreneurs tech qui révolutionnent leur marché. Dans chaque épisode, je vous propose de découvrir leur parcours, leurs ambitions, les dessous tech de leurs projets et la réalité de leur quotidien sans artifice. Cette semaine, je vous propose de découvrir l'histoire de Sigfox avec Ludovic Lemohan, l'un de ses cofondateurs. Et c'est parti, on se retrouve directement avec Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Alexis. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast Expédition Tech. Alors, encore plus parce que Sigfox est une des belles licornes françaises et pourtant, je pense que assez peu de personnes savent vraiment qu'est-ce qui s'y passe derrière, c'est quoi les coulisses de Sigfox. Donc, je suis encore plus ravi de discuter avec toi. On va parler d'opportunités de marché il y a 10 ans déjà, des challenges techniques, la place aussi de la R&D dans le développement de Sigfox. Avant ça, est-ce que je peux te demander de nous expliquer très simplement qu'est-ce que fait Sigfox, qu'est-ce que c'est pour des gens qui sont pas forcément très tech et qui baignent pas là-dedans? Écoute, d'abord, c'est un peu normal que ce soit pas très connu parce que c'est quand même plutôt une entreprise à d'abord B2B, donc business to business plutôt que consommateur. Donc, mais ensuite, si on veut expliquer en quelques mots, la bonne comparaison, c'est imaginer les opérateurs télécoms qui ont déployé il y a 30 ans un réseau d'abord pour la voix, puis qui au fur et à mesure s'est transformé en données. Et maintenant, avec les smartphones et la vidéo, etc., on fait plein de choses avec son mobile. Et les réseaux sont donc très haut débit, de plus en plus haut débit. Et donc, Sigfox, c'est à peu près la même chose. C'est une architecture comparable, mais sauf qu'on se limite à des petits messages. Donc, on pourrait, pour imaginer ça, c'est un réseau dédié aux SMS, mais qui ne sait faire que des SMS, on va dire, et qui ne sait pas faire plus en termes de débit. Donc, jamais il pourra passer des vidéos et de la voix. Par contre, il a un avantage, c'est qu'il utilise des composants très peu chers. Il utilise très peu d'énergie, donc il peut même arriver à se passer des batteries. Et il est mondial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture. Où vous allez dans le monde, c'est le même réseau, il n'y a pas de roaming. Donc c'est un réseau qui a été conçu pour être très très simple, très frugal, mondial et dédié donc aux petits messages. Oui, c'est ce que tu me disais effectivement, c'est que si on prend la comparaison avec les opérateurs, c'est un opérateur mondialisé où il n'y a pas un petit opérateur qui gère une partie géographique. C'est là où c'est présence mondiale. Et c'est quoi globalement le use case un peu classique de l'utilisation aujourd'hui? Est-ce que tu as un exemple d'utilisation du réseau Sigfox mondial, par exemple, sur un certain type de marché ou de business? Oui, alors j'en ai un premier qui est assez à la mode ou assez connu, c'est le tracking, le suivi de biens au sens large. Alors ça peut être des palettes, des containers, des voitures, des vélos. Donc comment localiser ce type de produit? Alors certains diront ça se fait depuis déjà des années. C'est vrai, on traque plutôt des objets à très forte valeur ajoutée. Mais quand il s'agit de traquer une palette qui vaut 10 ou 20 euros, enfin allez 20 euros, et ben là il faut une solution qui soit hyper optimisée. Et quand il faut aussi traquer des choses plus chères comme une voiture, même une voiture haut de gamme, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des systèmes qui traquent les voitures haut de gamme, donc qui permettent de les retrouver quand ils sont volés. Avec un simple brouilleur que vous achetez sur internet à 10 euros, vous pouvez brouiller les signaux et la voiture elle disparaît, elle devient invisible. Donc, la propriété de Sigfox, c'est ça, c'est être capable de continuer à avoir un lien, savoir où se situe un objet, alors avec du GPS ou sans GPS, donc avec une précision qui varie en fonction je dirais, des composants qu'il y a sur ce qu'on appelle le tracker, donc l'objet qu'on attache à une palette, un container, un vélo ou autre. Donc voilà, ça c'est un cas d'usage assez naturel. Et on le réalise avec des coûts et des énergies tellement faibles qu'on peut avoir des trackers qui vont durer 10 ans sur une palette ou sur un vélo. Donc ça, c'est un usage. Il y a d'autres usages qui sont dans l'agriculture. Il y a par exemple Sencrop, qui est une entreprise française, qui utilise Sigfox pour faire de la télérelève d'humidité, de hauteur d'eau et eau dans les vignes notamment, dans les champs. Je pense qu'il y a à peu près 1000 projets aujourd'hui en cours chez Sigfox et il y a 17 millions d'objets sur le réseau. Et donc, les cas d'usage sont sont quasiment infinis. Et je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir pourquoi on connecte un objet. Parce que l'enjeu, c'est de comprendre pourquoi. Bah tiens, justement, ça sera ma deuxième question, mais avant ça, comment tu vois, Sigfox de mémoire a été créé entre 2009 et 2010 globalement.
donc il y a un petit peu plus de 10 ans aujourd'hui. Comment ça se fait que tu te retrouves à créer, à co-créer, cofonder Sigfox? Toi, tu étais déjà dans ce milieu un peu IoT. Parce que, par exemple, tu me prenais le premier exemple qui était sur les containers, le tracking. De ce que je comprends, c'est que il y a 10 ans, on était incapable de traquer un container avec une marchandise qui valait 20 euros. On était incapable de la traquer, par exemple, de Chine pour qu'elle revienne jusqu'en France. On savait pas forcément par où ça passait. C'est quoi, tu vois, comment est-ce que tu te retrouves à dire, OK, on va créer un réseau bas débit, un réseau 0G comme Sigfox en 2009? Bah, en fait, j'ai cette vision-là, moi je l'ai en fin des années 90. Fin des années 90, je me dis, il faut qu'on connecte le monde physique. J'appelle ça en gros, c'est relier le monde physique et le monde virtuel. C'est vrai, c'est une grande métaphore, mais c'était une idée que j'avais. Et à l'époque, je crée une première société qui s'appelle Anywhere Technology. Mhm. À l'époque, on appelait ça du machine to machine. On appelait pas ça encore de l'IoT. Et à cette époque, je me dis, bon, bah, je vais prendre des technologies qui sont sur étagère. Donc, je prends des technologies cellulaires. À l'époque, c'était du GPRS ou 1,5G ou 2G, on va dire. Et j'ai essayé de faire ça avec ces technos-là. On a développé un certain nombre de projets, mais j'ai vite vu que c'était trop compliqué comme technologie et ça coûtait trop cher et aussi que ça consommait trop d'énergie pour pouvoir être autonome sur batterie suffisamment longtemps. Donc, de fil en aiguille, j'ai développé l'entreprise et je l'ai revendue à un fabricant de modems silicium, donc modem GSM, 3G, 4G, etc., qui s'appelle Sierra Wireless, avec une entreprise canadienne. Et ensuite, je suis parti faire autre chose avec Marc Rougier, on a fait Goodjet, j'ai fait d'autres choses. Et puis un jour, je rencontre Christophe Fourtet qui me dit j'ai remis à jour une vieille technologie militaire de la Première Guerre mondiale, mais je l'ai mis au goût du jour. Et avec ça, maintenant, on peut envoyer des messages très loin avec peu d'énergie. Et j'ai dit à Christophe, si c'est vrai ce que tu me dis, on va changer le monde. Et donc, j'ai passé 6 mois à être sûr que il y avait pas de loup, quoi, ça pouvait fonctionner. Puis au bout de 6 mois, j'ai dit à Christophe, on va faire un truc, on va créer un réseau mondial. Donc là, Christophe me dit, non, c'est pas possible parce que c'est inimaginable de voir créer un réseau mondial. J'ai dit, oui, t'inquiète pas, on va y arriver. Et c'était Et l'ambition. on n'est pas. C'était l'ambition Ouais, au démarrage. dès le départ. Quand j'ai rencontré Christophe, j'ai passé une semaine sans dormir. Tellement j'étais excité par, je voyais le monde changer. C'était quelque chose de, c'était une vraie, toi, une vraie claque. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un mec qui m'a raconté des carabistouilles et je vais me réveiller, c'est pas possible. Et puis, non, il s'avère que si je suis aujourd'hui à te parler, c'est que c'était vrai. Et donc, on est parti avec cette folie-là. Moi, Christophe, me faisant confiance, mais en se disant, on n'y arrivera jamais. Et moi, étant quelque part inconscient de la taille de l'ambition de ce projet. Parce que faire un réseau mondial, quand tu es 2 gars à Toulouse en 2010, c'est quand même, c'est colossal. C'est colossal ce qui m'attendait, mais je l'avais pas vu encore. Donc on est parti et on a commencé à installer une première antenne, je me rappellerai, à Narbonne, dans le sud de la France. Et là, il a fallu négocier avec un propriétaire, une personne âgée, de percer un trou dans son mur, d'installer une antenne à l'extérieur et de lui payer l'accès à sa box DSL. Donc on lui donnait 30 euros par mois, je crois, ou 25 euros par mois. Et on lui payait sa box ADSL et on a mis notre antenne sur son toit. Il a accepté qu'on perce un trou, etc. Bref. Et ça a été la première antenne Sigfox installée dans le sud de la France. Et avec ça, on a fait une démonstration qu'on pouvait connecter des panneaux d'affichage, des panneaux déroulants pour savoir s'ils sont en panne ou s'il y a un problème dessus. Et ça a été le début de Sigfox. Mais tu vois, une antenne installée, percée à la main, et il faut couvrir le monde entier. Et là, il a fallu trouver plein d'astuces pour qu'on passe de cette antenne-là installée à Narbonne à maintenant des dizaines de milliers d'antennes installées dans 72 pays, ce qui est quand même plus la même chose. Et heureusement qu'on n'était pas resté avec notre perceuse et sinon non, ça ne serait pas sorti. Mais ça a démarré de là. Mais ça a été une aventure colossale parce qu'il a fallu, comme on est dans 72 pays, c'est des régulations différentes. Il faut négocier avec des autorités différentes. Il faut adapter parfois le réseau aux contraintes sans que pour le client, ça soit une complexité parce que l'enjeu, ce soit un réseau unique. Donc, il faut que le client se préoccupe pas de là où il est. C'est-à-dire que l'objet qui parte de Paris, qui va à Singapour, à New York ou à Johannesburg, ça doit être la même chose.
C'est-à-dire que le client ne doit pas à se préoccuper des différenciations et des contraintes réglementaires, etc. Et quand tu te lances, il y a cette première antenne-là qui est plantée sur le toit d'une personne âgée, est-ce qu'il y avait déjà, vous sentiez qu'il y avait une opportunité marché, il y avait un besoin? Parce que parfois, tu vois, quand tu es en train de créer une boîte qui est extrêmement tech, parfois très très novatrice, tu te retrouves face à un marché où en fait, tu as tout à faire. Il faut éduquer le marché sur l'intérêt de la technologie, sur pourquoi est-ce que ça va leur servir, etc. Vous arrivez sur un marché où il y avait déjà un besoin, c'était facile d'expliquer. Non, non. Non, enfin, oui et non. En fait, moi, je suis arrivé en disant au monde entier, il faut un réseau dédié au bas débit. Alors, tout le monde me dit, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, le GSM, il fait des mégabits. Donc, a fortiori, il passe un bit. Je leur dis, ouais, c'est tout à fait vrai. Mais l'enjeu de demain, c'est de passer des bits, mais quasiment gratuitement, avec des énergies tendant vers zéro et des prix tendant vers zéro. C'est ça. Parce que le monde physique, on pourra le connecter au monde virtuel que à cette condition. Alors bien sûr, il y a des choses qui nécessiteront des technologies plus complexes comme la vidéo, etc. Mais c'est d'autres types de besoins. Derrière, il y a des monétisations qui sont complètement différentes. Mais quand il s'agit de connecter une palette de bouteilles d'eau, et ben si vous vendez la connexion ne serait-ce que 1 euro par mois, il y a pas de business. C'est trop cher. Et la rentabilité n'est pas là. Donc moi, j'étais convaincu de ça depuis maintenant 20 ans. Et tout un enjeu de passer le bit au bon prix, avec la bonne énergie. Et donc, cette idée-là, quand je la mène en 2010-2011, les gens me prennent pour un fou, un réseau bas débit, ça sert à rien. Et donc, moi, je démarre. J'appelais déjà ça la 0G, mais bon, les gens ne comprenaient pas trop où je voulais en venir. Et au bout d'un certain temps, quand même, quand on a commencé à déployer la France et annoncer un premier client national, les opérateurs se sont dit, ouf, ça a l'air de marcher son truc, quoi. Et ça a commencé un petit peu à déranger parce que tout le monde pensait que faire un réseau national quand tu viens de nulle part, c'était pas possible. Et nous, on a montré que au départ, la France, on l'a couverte entièrement. Et avec, on va dire, globalement, l'investissement, c'était une dizaine de millions d'euros pour couvrir la France entière. Et ça marchait, quoi. On a connecté aujourd'hui, on a je sais pas, entre peut-être 2 millions d'objets en France. Et comment t'expliques que des opérateurs mobiles traditionnels, par exemple, se sont pas dit, tu vois, il y a déjà un réseau existant, certes qu'il y a un réseau à l'époque 3G, je sais même pas s'il y avait encore la 4G à cette époque-là, mais pourquoi est-ce que tu vois ces gros acteurs de la télécom se sont pas dit, bah tiens, on va faire aussi, on va se mettre à créer un réseau bas débit parce qu'il y a une opportunité marché comme ce que tu viens de nous dire, tu vois. Ils auraient pu très bien prendre le sujet. Oui, ils auraient pu. Ils ont essayé de toute façon. Dès qu'ils ont vu que Sigfox marchait, ils se sont mis à aller chercher une technologie concurrente. Ils ont pris un chipset américain de la boîte Semtech, LoRa, pour faire quelque chose qui s'apporte. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que, et ils l'ont toujours pas compris, de toute façon, les opérateurs, même dans le monde du machine to machine, on peut pas dire qu'ils aient réussi à prendre en main ce marché-là, au-delà de la télématique auto, mais c'est plutôt les constructeurs automobiles qui ont géré, ou les systèmes de paiement, etc. Mais globalement, dans le machine to machine, n'a pas marché parce que c'est un marché très complexe. Chaque client, quelque part, c'est une complexité nouvelle. Et la technologie, le fait de la prendre de haut en disant finalement si je passe des mégabits, je passe des bits, non, parce que il y a à la fois la consommation d'énergie, il y a le coût des composants, il y a la complexité. Quand tu as un client, quand tu as 1 million d'objets sur un réseau, s'il y a la moindre difficulté, ça peut te tuer carrément ton business model, ça peut tout mettre en péril. Donc il fallait penser à quelque chose qui soit dans son ADN le plus simple possible. Même si la complexité dans le cœur du réseau Sigfox, elle existe, du point de vue client, c'est une simplicité redoutable. Oui, parce que ce que je comprends bien, c'est qu'effectivement, ça coûte beaucoup moins cher de passer par ce réseau-là bas débit que effectivement de faire passer des toutes petites données dans un gros réseau comme un réseau 3G, 4G, 5G, qui du coup effectivement, à la fois les infrastructures, les composants coûtent beaucoup plus cher et donc le coût final pour le client est beaucoup plus élevé. Juste pour être sûr de ne pas me tromper, on est d'accord que vous ne fabriquez pas les objets connectés, c'est-à-dire que vous ne fabriquez pas les capteurs. Est-ce que tu peux me parler un peu, toi, vous, des deux grands pans technologiques? Je crois qu'il y a la partie radio et la partie cloud. Est-ce que tu peux m'en reparler un petit peu plus en détail? Donc, il y a la technologie qui est inventée Christophe Fourté, qui est ce qu'on appelle de l'ultra narrowband. En fait, on gère des signaux, des petits signaux, c'est l'équivalent d'une aiguille dans une botte de foin. Mais on a trouvé la recette magique pour retrouver ces signaux-là parmi un bruit énorme et avec des technologies pas chères. Donc ça a été le cœur de l'innovation. Au départ, c'est ça. C'est une technologie radio qui peut s'implémenter sur des composants qui vont valoir quelques dizaines de centimes. Donc on est dans des choses très simples. Il y en existe plein sur le marché, des composants qui sont compatibles avec ça.
Donc, on est capable de travailler avec plein de sources de fournisseurs hardware différents, avec des composants qui se valorisent en dizaines de centimes. Et on travaille en millièmes de watts, voire demain peut-être en microwatts. Donc, on utilise des énergies très, très faibles parce que le protocole a ce qu'on appelle une très grande sensibilité et donc une très grande résistance au bruit et qui fait que voilà. Donc, il y a une propriété intrinsèque radio qui permet d'envoyer des messages très loin avec peu d'énergie. Pour la petite histoire, des fois, on capte des messages qui sont envoyés depuis l'Irlande au Portugal. Tu vois. Donc, oui, ok. En termes de portée. Voilà, imagine ta télécommande de portail parce qu'en gros, c'est à peu près les mêmes composants. Hein. C'est même les mêmes composants que dans une télécommande de portail. Imagine ta télécommande qui envoie un message t'es en Irlande et elle ouvre le portail qui est au Portugal. C'est excellent. Donc c'est ça un peu les ordres de grandeur, toi. Et on arrive à faire. Alors, c'est pas toujours ça. Hein, ça c'est quand même des records, mais la techno est hyper puissante et hyper bluffante. Et ça, donc ça c'est la partie antenne. Donc ça c'est des antennes qu'il faut installer sur des toits, sur des tours télécom. Donc ça c'est la partie vraiment hardware de de Sigfox finalement. Tout à fait. Et donc ça il faut installer ça sur des tours, sur des toits, etc. Puis ensuite toutes ces antennes là sont reliées à un cloud qui lui gère en temps réel toutes les antennes qui sont dans le monde entier et gère les données qui transitent dans ce réseau, vérifie qu'elles sont fiables, vérifie leur intégrité et ensuite les routes vers les clients auxquels elles appartiennent. Donc ça, tu as deux parties et le cloud fait autre chose aujourd'hui. Il commence à faire un peu de la géolocalisation. Donc on a on appelle ça Atlas chez nous. C'est une offre qui permet de localiser des signaux. C'est-à-dire que quand un objet envoie un signal, on le localise. On arrive à avoir des précisions qui au départ étaient en kilomètres, maintenant on arrive aux centaines de mètres. Donc c'est une précision qui peut être suffisante pour certains cas d'usage. Et où est-ce que vous vous situez, tu vois, sur la chaîne de valeur du client, globalement entre le client final, l'objet connecté, tu vois, où est-ce que vous vous situez? Parce que ça nécessite quand même que le client, vous lui proposiez des objets connectés. Est-ce que vous avez un réseau de partenaires qui est capable d'aller setup, tu vois, ou d'installer directement des objets connectés sur des palettes, sur des containers, dans des champs, peu importe? Comment est-ce que, tu vois, vous vous insérez un peu dans la chaîne de valeur du client? Alors là, tu rentres dans ce qu'on appelle le go-to-market parce que c'est vrai que nous, on est que des pistes cyclables, tu vois. On va dire les opérateurs télécoms sont les autoroutes. Nous, on est des pistes cyclables. D'accord. Et donc, nous, on est des pistes cyclables et il faut bien que des gens fabriquent des vélos. C'est mieux. et donc, on a, dans Sigfox, créé une équipe écosystème qui s'occupe d'évangéliser, d'expliquer à un industriel comment faire un capteur, quelle est la bonne technologie à utiliser. On le conseille un peu dans l'élaboration de son équipement et on l'aide à mettre en œuvre sa solution. Donc, effectivement, nous, on est tout en indirect. On a ce qu'on appelle des canaux de distribution et un écosystème qui aide tout porteur d'idées ou de solutions à faire son objet. Mais l'objet, on va dire, c'est un mal nécessaire. Hein. Je pense qu'il faut bien comprendre que et le métier de l'IoT, l'Internet des objets, il porte mal son nom parce que l'objet, on s'en fout. L'objet est un mal nécessaire parce que ce qu'on veut récupérer, et ça parlera aujourd'hui, c'est la donnée. Parce que dans le monde digital aujourd'hui, c'est beaucoup de données personnelles, donc c'est nous-mêmes qui les créons en temps réel, en surfant sur le net, en faisant des requêtes de search, en utilisant des applis, etc. Donc on crée de la donnée nous-mêmes en tant qu'humains. Par contre, l'Internet des objets, pour moi, c'est la data industrielle, c'est la data physique. Donc là, il faut traduire des grandeurs physiques en numérique. Et pour ça, malheureusement, il faut un objet. Et il faut un capteur sur un objet. Mais à la limite, on s'en fout. Si on pouvait s'en passer, on s'en passerait très bien. Malheureusement, il en faut. Mais le vrai enjeu, et notre enjeu à Sigfox, c'est d'expliquer au monde entier que oubliez la techno, oubliez les réseaux, oubliez tout ça. Faites un travail d'analyse de vos besoins. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une donnée, par exemple, vous voulez savoir où est votre palette, c'est quelque chose que vous estimez valable, ça a de la valeur pour vous, mais quelle est cette valeur? Et une fois que vous avez fait ça, vous en déduisez la valeur de votre donnée. Ça vaut 5, 10 euros, je ne sais pas. Mais dès que vous l'avez fait, et seulement à ce moment-là, vous êtes capable de vous retourner vers les gens comme Sigfox et ses partenaires pour dire, voilà, monsieur Sigfox et vos partenaires, moi j'ai une donnée qui s'appelle la localisation de ma palette, et je pense que si vous me la fournissez pour, par exemple, et là je parle de chiffres réels, pour entre 1 et 2 euros par an,
pendant 6 ans, incluant le hardware, la batterie, la connectivité, tout. Est-ce que vous pouvez faire ça? Là, et moi, monsieur le client, j'ai 1 milliard de palettes. OK, ça me parle. Donc, ça fait potentiellement un chiffre d'affaires entre 1 et 2 milliards par an. Donc, ça vaut le coup de se pencher sur le problème. Effectivement. Et là, on se dit, bon, alors comment on fait? Parce que là, c'est tendu, 1 à 2 dollars, incluant la connectivité, l'équipement hardware, avec sa batterie, et autonome pendant 6 ans. Ouais, OK. Et on a trouvé une solution. Et aujourd'hui, donc, on arrive à délivrer cette donnée-là, tout compris, pour ce prix-là. Bon, ça a dû mettre en œuvre des partenaires qui font de la production en masse, parce que fabriquer 1 million d'objets ou 1 milliard de mains, c'est pas pareil que d'en fabriquer 10 ou 100 000, etc. Donc, il a fallu, mais ça, on est obligé de le faire nous, avec nos partenaires, pour faire en sorte d'être dans une espèce de team dans laquelle nous, effectivement, on ne facturera que de la connectivité, mais c'est un team building, on va dire, pour donner une solution au client final qui va rentrer dans sa contrainte économique. Parce que si le client, j'ai dit, monsieur le client, c'est 3 euros par palette par an, il va me dire, ouais, c'est super, c'est une belle performance, mais moi, je peux pas parce que je vais perdre 1 milliard par an. Et donc, tant pis, je peux pas, même si c'est super, même si c'est chouette, ça pourrait, non, je peux pas, je vais pas le prendre. Et puis la valeur de sa donnée, il l'a pas évaluée à ce montant-là. Voilà. Et d'ailleurs, effectivement, ce que tu dis, c'est que vous agissez comme un vrai écosystème. D'ailleurs, l'équipe s'appelle l'équipe écosystème. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir un petit peu, si on revient, tu vois, si on fait un gros raccourci sur les 10 dernières années de Sigfox, concrètement, comment est-ce qu'elle se structure? Parce que je suppose qu'au démarrage, vous étiez 2. Comment est-ce que, globalement, tu vois, s'il y avait 3-4 gros challenges que vous avez dû affronter depuis 10 ans et qui a permis de structurer après l'équipe, notamment toute la partie, l'équipe tech, etc. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les gros axes de développement? Oui. En gros, au départ, on part à 2 avec Christophe, et par 2, il y a quelques personnes qui sont joints assez rapidement à nous. Et l'enjeu, c'était de montrer que la proposition de valeur de dire il y a de la place pour un réseau bas débit, ça a pris à peu près 3 ans. Donc, il a fallu designer nos premières antennes, les installer, comme j'ai dit tout à l'heure, à Narbonne ou ailleurs, pour montrer que la performance de ce qu'on pouvait en attendre. Et ça a pris 2014 à peu près 3-4 ans pour avoir un début de réseau en France. Pourquoi ça met autant de temps? Parce qu'il faut mettre la technologie au point, et il faut aller convaincre des industriels ou des clients que une techno comme celle-là peut être une techno d'avenir. Parce que personne n'y croit, personne n'a imaginé en 2010-2011 qu'il y aura un réseau bas débit. Tout le monde pense qu'on va vers la 4, la 5, la 6G, etc., et que ça fera tout. Et quand tu as quelqu'un qui te dit non, il faut un réseau bas débit, maintenant, il y a des gars qui ont emboîté le pas derrière moi en disant on va appeler ça le LPWA, Low Power Wide Area. Moi, je suis pas fan de ce nom-là, mais depuis qu'on a fait ça, il y a plein de gens qui ont essayé de se dire oh wow, ça a l'air pas con, ça fait du sens. Donc on a été suivis par plein de gens qui ont essayé de copier. D'autres sont morts depuis, d'autres résistent et on fait un peu des pivots. Mais à l'époque, il fallait montrer que c'était pas une utopie. Ça fallait montrer qu'on pouvait couvrir la France avec en gros 3000 antennes. À peu près l'ordre de grandeur, 3000 antennes quand on a, je pense, 40-50 000 minimum dans les opérateurs GSM. Et donc, et toi, je suis dans la campagne là, dans les vignes, tu as un partenaire qui s'appelle Sencrop, il y a des milliers de capteurs dans les vignes pour monitorer les vignes en fait. Donc voilà. Et ça, il y a pas de techno qui fonctionne, parce que dans les vignes, il y a pas le GSM, il y a pas la 2G ou la 1G ou la 0G, enfin la 0G oui, mais il y a rien quoi en cellulaire. Et donc tout ça, il a fallu montrer que ça faisait du sens. Et donc ça a été les 3-4 premières années. Après, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit bon, la France peut être couverte avec 3000 antennes, c'est bien, on le fait, et on commence à avoir nos premiers clients. Mais bon, moi, j'étais toujours en tête réseau mondial, quoi. Voilà, parce que c'est un enjeu de volume. Et donc, on n'aura jamais le volume dans un seul pays comme la France. Le volume, il est à l'échelle mondiale. Donc, il faut faire un réseau mondial. Et le volume, si tu as une différence entre un pays A et un pays B, t'as pas les volumes. Donc, il faut un même et unique réseau mondial pour avoir vraiment l'effet volume. Nos téléphones portables aujourd'hui fonctionnent dans le monde entier. C'était pas le cas au début. Pour ceux qui se rappellent, on avait différents types de téléphones, les CDMA, GSM, tous les téléphones n'allaient pas partout. Puis maintenant, on a oublié tout ça, mais à l'époque, c'est ça. Nous, on s'est dit non. Parce que nous, on parle de centimes, on parle pas à l'abonnement à 30 € par mois ou 40 € par mois.
on parle d'abonnement à 1 euro par an. Et donc, on est parti avec ça. Donc, 4 ans pour faire la France. Ensuite, j'ai réussi à convaincre d'autres partenaires et on fait l'Espagne, on fait l'Angleterre. Et ensuite, de fil en aiguille, on a convaincu ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des Sigfox opérateurs. C'est une sorte de franchise ou pas? Voilà, une sorte de franchise. Une franchise. D'accord. Et donc, de fil en aiguille, on se retrouve maintenant avec 72 pays. Ce qui fait que Sigfox devient un réseau mondial. Et ça, c'était la deuxième étape de Sigfox. Et en même temps, on s'est dit, bon, bah là, on va faire un réseau mondial, donc il y aura des milliards d'objets. Maintenant, que coûte le traitement d'un message? Parce que si on veut être à 1 euro par an, par exemple, pour un objet, une palette, ouais. Pour une palette, il faut être sûr que le traitement des messages, c'est-à-dire que un signal qui émane d'une antenne qui arrive dans le cloud et qui est délivré au client final, il faut que son coût de traitement soit à 10 moins 5, 10 moins 6 centimes. Euros, pardon. 10 moins 6 euros. Parce que sinon, multiplié par des milliards, on peut perdre notre pareil, plus on aura de messages. Plus Donc là, il a fallu cher. architecturer un cloud qui tend vers de 10 moins 6 euros le message. Et ça, c'est pas simple. Et aujourd'hui, notre réseau, il supporte entre 50 et 60 millions de messages jour. Ce que je comprends, c'est, tu vois, périmètre international, il y a 72 pays. Tu me le disais au tout début, je crois qu'il y a plus de 16 ou 17 millions d'objets aujourd'hui connectés sur le réseau. Ça fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Il y a plus ou moins 400 personnes dans l'entreprise. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, il y a un rythme de croisière qui est arrivé. C'est quoi les gros challenges aujourd'hui? Je comprends qu'il y a un challenge autour du cloud, justement, sur comment est-ce qu'on fait pour pas saturer le réseau et garder quand même des prix de marché compétitifs. Est-ce que tu vois d'autres gros challenges qui commencent à arriver aujourd'hui sur mettons une quatrième, troisième étape bis ou une quatrième étape de développement? Alors, déjà, non, je pense qu'aujourd'hui, on a 17 millions d'objets enregistrés sur le réseau et on a 50 millions de messages par jour. On n'a pas encore 50 millions d'objets, malheureusement. Et donc, il faut que ce réseau-là soit, entre guillemets, saturé. Il faut qu'il atteigne un certain niveau d'utilisation pour amener la boîte à l'équilibre, parce que c'est comme dans le monde des téléphones portables. Hein. Il a fallu, pendant, je sais pas, 10 à 15 ans, je pense que ceux qui ont investi dans le mobile ont perdu de l'argent parce qu'ils ont installé des antennes, etc. Ça leur a coûté cher jusqu'à temps qu'il y ait eu suffisamment de téléphones pour équilibrer. Nous, c'est pareil, c'est une aventure dans laquelle il faut investir dans l'infrastructure pour devenir, je dirais, l'opérateur mondial. Le challenge, c'est de traiter la donnée parce qu'aujourd'hui, on la traite pas. Aujourd'hui, on la remonte. Elle est traitée par vos clients. Voilà. Enfin, ou les clients, ils font appel à X fournisseurs, oui. X partenaires pour faire le traitement de données. Et on voit bien, l'enjeu pour moi, c'est que le traitement de la donnée peut amener pas mal de valeur et que si on laisse cette valeur-là à l'extérieur, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé dans le monde des opérateurs, c'est qu'on appelle ça les OTT, les over the top. Et ils ont créé la valeur au-dessus. Et finalement, l'opérateur, quand il est valorisé quelques milliards en bourse, les Facebook, Google et autres qui utilisent ces réseaux-là, eux, ils sont valorisés des dizaines, centaines de fois plus. Et donc, on voit bien que l'enjeu, quand même, il n'est pas dans le réseau. Le réseau est un composant nécessaire et est un moyen. Est un moyen, mais pas une finalité. Donc, c'est grâce au réseau qu'on peut imaginer maintenant capter des milliards de données et donc transformer l'industrie au sens large par des nouvelles données qu'elles vont pouvoir acquérir au bon prix. Mais l'industrie va avoir besoin de services comme nous, dans le monde de la donnée personnelle. Il y a plein d'entreprises qui se sont créées, des centaines, des milliers de boîtes qui se sont créées et qui ont fait chacune dans une niche du traitement de données et sont valorisées parfois. On voit en ce moment des valorisations de boîtes dans la data qui sont colossales. Donc, on voit bien que le réseau, pour moi, l'enjeu, c'est de ne pas louper ce virage-là, c'est être capable d'investir dans les piles logicielles, dans les stacks logiciels, au-dessus du cloud qu'on a construit maintenant pour amener de plus en plus de valeur à mes clients. Parce que moi, j'estime que le métier dans lequel je suis, qu'on appelle l'IoT, c'est le métier des pétroliers d'il y a un siècle. Ils ont commencé à extraire le pétrole du sol et ils ont créé des raffineries. Puis les raffineries ont créé des plastiques, de l'essence, etc. À nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a créé les puits de pétrole. On collecte de la data maintenant. Donc les et maintenant, il faut
Voilà, il faut créer des raffineries Mm. ou la raffinerie ou voilà. Et c'est ça l'enjeu. Mon enjeu à moi, l'enjeu de ce marché-là, c'est la raffinerie. Mais là où ça va être monstrueux et assez passionnant entre guillemets, ça va être ce qu'on appelle la fertilisation croisée, c'est-à-dire des données qui ont trouvé un rendement dans leur verticale. Lorsque vous allez croiser ces verticaux, il va se passer des choses assez intéressantes. Ce qu'on appelle des patterns dans le big data, c'est comment croiser des données qui viennent de différentes sources Pour la prédiction. pour essayer, voilà, faire de la prédiction. Et ça, ça va être vachement intéressant, mais c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup de données, on ne pourra pas créer des patterns. Mais il va se passer des choses que personne n'imagine. Et je pense vraiment, là, on est en 2020, peut-être 30 ou 40, je sais pas, c'est soit en 90, l'Internet, on fait une page HTML avec des trucs, on sait pas trop. En 2020, on parle de data personnelle, on parle de trucs. C'est inimaginable ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait vu en 90. Dans 10 ans, tu auras des places de marché de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le stock exchange des cotations en bourse d'entreprises et de valeurs boursières, tu auras des valeurs de données. C'est-à-dire que tu auras des gens qui te disent, moi, votre donnée, là, je vous la produis à $1, moi, à 50 centimes. Fou, hein. Les données vont être tradées comme on trade aujourd'hui des entreprises. C'est passionnant d'échanger avec toi. Je vois que le temps passe vite. J'ai encore 2 dernières questions. La première, je t'entendais parler sur un autre podcast où tu disais que un jour, l'Internet des objets deviendra une évidence, notamment en France, et que tu espères que la France sera leader là-dessus. Comment est-ce que tu expliques que aujourd'hui, tu vois, 10 ans après la création de Sigfox, l'IoT, on en parle déjà depuis un bon nombre d'années. Comment tu expliques qu'aujourd'hui, c'est toujours pas une évidence dans le monde plutôt business? Alors ça, si j'avais la vraie réponse, je serais ravi, mais je pense, j'en ai qu'une intuition en fait de ce que je vais te dire là. C'est que je pense que en France, on aime bien copier ce qui se passe aux US, on aime bien copier les tendances et on essaie de les copier avec du retard et moins de moyens. Et quand on est là pour essayer de dire voilà les gars, voilà ce qui va se passer, et moi je suis prêt à vous aider, c'est louche quoi. Je pense qu'on a une espèce de méfiance. Moi j'aurais toujours dit Sigfox entre guillemets, j'appelle ça la 0G aujourd'hui. Je dis la 0G, on pourrait être plusieurs à la standardiser. Moi je fais une proposition, mais on peut être plusieurs à l'amender et en faire un standard qui sera un standard global et pas Sigfox, c'est 0G. Et donc ça peut être une source de transformation, parce que je pourrais t'en parler des heures. Hein. Il y aura des plateformes comme Uber ou d'autres qui seront basées sur la donnée industrielle. Je montre à certains ce qu'on peut faire avec ça, et non, on me dit on va refaire un cloud souverain, on va refaire. C'est trop tard. Mais expliquer quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui n'est pas encore mainstream. Moi, le plus grand malheur entre guillemets pour Sigfox et entre guillemets pour moi aussi après, c'est que dans quelques années, on se dit il avait raison. Ouais, mais c'est con d'avoir raison. Moi, je préférerais qu'on prenne la balle au bon aujourd'hui et qu'on crée un trépied digital entre la Chine, les US et l'Europe grâce à cette opportunité qui est la donnée industrielle, mais qu'on la prenne dans toute sa grandeur, dans tout son potentiel, et le réseau étant juste un moyen de transfert depuis le monde physique au cloud. Et ça, j'ai expliqué à des dizaines, centaines de personnes, à des élus, à à la terre entière quasiment. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut prendre un peu de temps. Il faut s'arrêter. Il faut comprendre ce que je dis. Peut-être que je suis pas bon à traduire ça. Je sais pas. Peut-être que ça vient de moi. Ou alors ma personnalité dérange. Je ne sais quoi. Mais moi, mon appel à la souveraineté, il est sincère. Et je pense vraiment que ça pourrait être quelque chose dans lesquels on pourrait créer énormément de choses. On a la French Tech qui s'appuie à faire des manifestations, à annoncer des levées de fonds à la TOC tout le temps, et faire un clivage entre les PME et ETI. On a en France, sur le territoire, des centaines et même des milliers de PME ETI qui ont besoin de la tech pour se transformer. Qui ont peut-être besoin de l'objectif du podcast. Ouais. Voilà, qui ont besoin de nouvelles technologies pour se transformer. Et mettons-nous à leur service. Je pense que moi, je suis prêt au service de toutes les PME ETI de la planète, de la France plutôt d'abord, et pour on crée une compétition, parce que grâce au digital, à cette transformation de la donnée industrielle, ces PME ETI peuvent prendre des avantages concurrentiels sur leurs concurrents internationaux et se transformer. Et là, il y a une putain de pépite, quoi. Et c'est ça que je voudrais qu'on comprenne, c'est que l'enjeu n'est pas Sigfox, on s'en fout de Sigfox, mais c'est que la répercussion de tout ça à l'échelle nationale pourrait impacter tous les verticaux, tous les secteurs industriels existants. Et ça, c'est un peu mais ça paraît peut-être trop beau. Non, en vrai, c'est passionnant.
C'est passionnant de t'entendre parler de ça et j'espère que peut-être que cette fois-ci, grâce à ce podcast, Écoute, si c'est ça, je t'invite au resto. eh ben écoute, je prends note. C'est grâce à toi, on comprend un peu ce que je dis. Bah, écoute, tu mérites un putain de resto. Eh ben, je prends note. Je termine par une dernière question qui est une question un petit peu traditionnelle maintenant sur le podcast. Aujourd'hui, on le voit et on vient juste d'en parler. Tu as de plus en plus d'entreprises, de PME, de TI, de startups qui se créent aussi avec, tu vois, on met de plus en plus en avant la tech, le côté tech, on va révolutionner un marché, etc. Si tu veux, le paradigme de ça, c'est que dans 10, 15, 20 ans, la tech détruira forcément des emplois. C'est une réalité. Moi, je suis plutôt du côté optimiste où il y a des nouveaux métiers qui vont émerger. Est-ce que vous, toi et puis toute l'équipe et à l'échelle de Sigfox, vous êtes posé un petit peu la question de, tu vois, l'impact sociétal, environnemental que Sigfox peut avoir à l'échelle de la France, mais aussi puisqu'il y a une vision et une ambition mondiale. Est-ce que vous êtes posé ces questions-là sur l'emploi, sur l'environnement avec Sigfox? Non, mais, Alexis, je vais te répondre différemment. C'est pas je vous pose la question, c'est que c'est ma raison de vivre. C'est que moi, Sigfox, quelque part, c'est une boîte qui est maintenant, qui est arrivée à un certain niveau de maturité et qui pourrait éventuellement même continuer sans moi, je dirais, le réseau tel qu'il a été pensé. Mais pour moi, ce qu'on a fait là, ce que pourrait être Sigfox, c'est qu'il y a 2 siècles, on a commencé à mettre des tuyaux pour passer l'eau, l'électricité, et ça a quand même servi à alimenter des foyers et faire grandir plein de choses et d'amener quand même des services et socialement ça a eu son intérêt. Je pense que les tuyaux qu'on a mis là, c'est les tuyaux virtuels, les tuyaux digitaux, mais peuvent être à l'origine demain de milliers d'emplois, de millions d'emplois. Parce que derrière chaque donnée, il va y avoir ce qu'on appelle une tâche associée à la donnée, c'est-à-dire que soit réparer l'objet qui génère la donnée, soit générer une action parce que la donnée nécessite lorsqu'elle est captée une action. Et ça, à l'échelle de milliards d'objets, de milliards de données, ça va être des millions de tâches et donc des milliers d'emplois ou centaines de milliers d'emplois ou même millions d'emplois qui peuvent être créés localement là où la donnée est générée. Et ça, mon enjeu, c'est que ça soit pas fait par Uber avec 30% de marge sur la donnée parce que le mec il se sent oublié derrière, mais c'est que cette technologie-là soit au service de l'humanité. C'est-à-dire que ce réseau-là soit un réseau distributeur de valeur pour tout à chacun. Écoute Ludovic, c'est une très très belle conclusion à notre échange. Je suis suspendu à tes mots en tout cas. Merci beaucoup pour cet échange, c'était passionnant. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Je te souhaite bonne chance pour les prochaines années et j'espère voir aussi de nouveaux projets fleurir parce que j'ai l'impression que tu as des dizaines d'idées qui ne demandent qu'à être mises sur pied. Je te souhaite bon courage pour la suite et puis je te dis à très vite. Merci Alexis. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié notre conversation avec Ludovic, eh bien le meilleur moyen de soutenir Expédition Tech, c'est de partager le podcast à vos collègues et à vos amis. Et pour aller plus loin, n'oubliez pas, vous pouvez le noter sur Apple Podcast ou iTunes. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast. Et surtout, ça nous motive à préparer une prochaine saison d'Expédition Tech. Et quant à moi, je vous dis à très vite.